الكاتب العام للنقابة ديال العمال المهاجرين المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل باش يقدم لنا المداخلة ديالو اللي هي الحق في يعني تحرك الأشخاص باعتبار يعني الآخذين باعتبار يعني الطموح ديال الدول المغاربية ثم المقاربة ديال الهجرة بين تونس والمغرب. Donc, la première présentation qui sera présentée, bien sûr, par notre ami M. Franck Bianca, qui est le secrétaire général des travailleurs, bien sûr, migrants, ce qui est un syndicat qui fait partie de la centrale syndicale, l'ODT. Alors, il va nous présenter, bien sûr, sa présentation sous le petit intitulé Le droit à la mobilité dans une perspective maghrébine, approche des migrations depuis la Tunisie et le Maroc. Alors, monsieur Franck Aboul-Amr. Présenter ce petit exposé que vous m'avez demandé de faire. Je remercie l'association Stuki pour l'invitation et pour la confiance qui ne cesse jamais de manifester à mon modeste personne chaque fois qu'il faut venir assister à des rencontres pareilles. Merci à vous, merci à l'assistance, merci aux autorités régionales et municipales, merci à tous les invités pour votre présence. Comme le président de la séance l'a dit, on n'a pas assez de temps. Il m'a été demandé de pouvoir présenter un petit exposé sur la situation de la mobilité, donc le droit à la mobilité. Et compte tenu du temps, donc je sais que je suis devant des experts, des techniciens en la matière. Il n'est pas question de revenir encore sur les définitions des droits et des mobilités qui ne servent à rien, parce qu'on connaît tous c'est quoi les droits de la mobilité. Mais je vais revenir tout juste sur quelques trois petits points contextuels et l'approche de l'immigration entre le Maroc et la Tunisie, et une petite conclusion de 2 minutes. Nous, en tant que personnes humaines, la première question que l'on se pose sur le droit de la mobilité, à la mobilité est de savoir si la mobilité est un droit, une obligation ou un fait naturel. Pendant que cette question peine à trouver une réponse contextuelle en raison de sa complicité, la nature nous enseigne que chaque 1 minute, une personne se déplace d'un point à un autre pour diverses raisons. Nous connaissons tous. Il y a des gens qui se déplacent pour des raisons économiques, pour des études, pour les guerres, les conflits, les persécutions, l'insécurité, le chômage, les famines et les changements climatiques. Et ce mouvement de déplacement des personnes exercé d'une manière régulière ou irrégulière au niveau interne et international compte au jour d'aujourd'hui 290 millions de personnes en mobilité dans le monde. Ces personnes en mobilité contribuent tant soit peu au développement de leur société d'accueil, qu'elle soit société de transit, société d'accueil ou société d'installation. Et tout cela, grâce à cette question de mobilité, ces personnes pallient en quelque sorte à certaines situations comme des déséquilibres démographiques dans les pays occidentaux où il y a vieillissement de la population et qui cause la rareté des travailleurs, et toutes ces personnes en mobilité pallient à cette situation de main-d'œuvre au niveau de l'Europe. Et au niveau des pays d'origine, ces personnes en mobilité contribuent aussi au développement de leur tissu, de leur pays par les envois de fonds, contribuent à travers les envois de fonds qui réduisent et pallient à la réduction des inégalités sociales dans la plupart des familles que nous connaissons. Parce que dans nos pays africains, au moins chaque famille a ou une personne à l'extérieur qui essaie un peu de résoudre la situation des familles, connaissant très bien tout ce que nous avons comme crise famille dans nos familles. Et les envois de fonds sont des facteurs importants parce qu'ils génèrent beaucoup de recettes à compter, à prendre par exemple, pour l'année 2023, il y a eu au moins 600 millions ou 600 milliards de dollars qui ont été envoyés par les migrants ou les personnes de dollars qui ont été envoyés par les Marocains de l'étranger vers le Maroc. Donc voilà, c'est un chiffre important que les migrants envoient dans
les Nations Unies, donc, en 1948, adopté au cours d'une Assemblée générale la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule dans son article 13 que toute personne est libre à le droit de circuler et de choisir sa résidence à l'intérieur de l'État, et toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne droit à toute personne de se déplacer. C'est pour dire que donc, nous avons droit, en tant qu'humains, de pouvoir se déplacer d'un point à un autre pour diverses raisons que j'ai essayé d'énumérer bien avant. Et cette déclaration a été reprise et précisée par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui essaie de préciser que la mobilité n'est pas seulement régulière, ça peut aussi être irrégulière. C'est comme ça que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille articule sur cette mobilité pour que même si les personnes en situation irrégulière puissent être entendues. Et par ailleurs, il y a la situation à s'appuyer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi le Pacte mondial pour l'immigration irrégulière qui a été adopté à Marrakech en 2018, qui aussi parle de cette situation de la mobilité. Donc ceci pousse à conclure que la mobilité est un droit humain inaliénable qui permet à une personne d'être librement en mouvement conformément aux instruments juridiques et internationaux. J'espère qu'il y a des professeurs experts en droit juridique qui ne pourront pas me contredire. Et il y a les enjeux et les défis de cette mobilité. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients de cette mobilité. Donc, c'est pourquoi la mobilité se caractérise sur différents aspects, notamment économie, travail et études, comme je l'ai dit. Le Maghreb est la troisième région convoitée par cette mobilité humaine en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je parle de l'Afrique, de la région africaine. En dehors de l'Afrique de l'Ouest, en dehors de l'Afrique du Sud, le Maghreb est la troisième région qui est convoitée par la mobilité humaine. Et cette mobilité, nous prenons, est focalisée précisément vers la Tunisie et le Maroc à cause de leur proximité avec la Méditerranée, parce que ce sont des pays les plus proches, et comme vous le savez, le Maroc est le pays le plus proche de l'Europe. À 40 minutes, vous êtes déjà de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ce sont là quelques enjeux que la migration apporte ou la mobilité humaine apporte. Donc, si les étudiants sont un peu pris en compte concernant les bourses et les cursus francophones, souvent parce qu'ils viennent ici, parce que le Maroc, la Tunisie sont des pays francophones. Par contre, les migrants ou les autres migrants qui sont en situation irrégulière sont victimes souvent de plusieurs sortes d'exactions qui mettent en cause leur présence et intégration au sein de leur société d'accueil. Et voilà quelques remarques. Donc, en ce qui concerne les enjeux, pour dire que nous, on enregistre un nombre croissant de médecins, des étudiants et des nationaux qui vivent à l'étranger et qui contribuent en soi au tissu socio-économique de leur pays, qu'elle soit régulière ou irrégulière, a des avantages en raison de la main-d'œuvre bon marché. Et comme vous le savez, donc, même en Europe, nos personnes, donc, les étrangers ou les migrants qui sont en Europe contribuent en soi au développement du tissu socio-économique de leur pays d'accueil, pays de transit et pays d'origine. Je parlais aussi des envois de fonds, qui est un aspect très important que nous devons souligner, parce que sans cet envoi de fonds, beaucoup de familles seraient toujours dans la misère, alors que le départ de ces personnes à l'étranger donne beaucoup d'avantages à ces familles de pouvoir survivre. Donc toute cette politique doit être fondée sur des bases solides visant à protéger les candidats à l'immigration et à l'immigration et au respect de leurs droits fondamentaux en leur offrant des possibilités sur un même pied d'égalité. Donc si les migrants sont pris au même pied d'égalité, ils peuvent être un atout pour leur société de transit, d'accueil et d'installation. Et les défis, comme vous le savez, il y a toujours, quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Donc malheureusement, la mobilité irrégulière, est bien aperçue. La mobilité irrégulière, parfois, est source de violation des droits humains et des conditions de vie indignes pour les personnes qui en sont en point de cours, pose toujours un sérieux problème. Donc cette immigration irrégulière est perçue sur notre yeux comme étant un danger ou une menace pour la plupart des cas. Et les candidats sont laissés pour compte alors qu'il y a des cerveaux, comme nous le savons, des cerveaux et des compétences pour ces personnes qui immigrent. Les personnes apprennent des routes
dangereuse opérée de leur vie en se livrant dans les mêmes paroles de pasteurs. Voilà. Donc l'approche des migrants depuis le Maroc et l'Algérie, nous savons très bien que cette approche n'est pas la même. Donc il y a une différence entre le Maroc et l'Algérie. Et pourquoi? Parce que le Maroc a engendré plusieurs avancées significatives en matière de ratification des instruments juridiques en la matière, notamment, comme nous le savons très bien, le Maroc est le premier pays signateur de partenariat de mobilité avec l'Union européenne en 2013. Et c'était juste pour une meilleure gestion de l'immigration régulière et la lutte contre l'immigration irrégulière. Le Maroc aussi est le premier pays maghrébin à adopter une nouvelle politique migratoire. Mise en place aussi en 2014 la stratégie nationale d'immigration des îles que nous aurons le temps de pouvoir décortiquer après. Donc tout ça, c'était dans une approche participative pour permettre aux migrants de mieux s'intégrer au sein de leur société. Donc en conclusion, je dirais ceci que pour la Tunisie, pour le Maroc, vous avez donné des avancées, mais pour la Tunisie, il y a aussi de sérieux problèmes au niveau de la Tunisie. Ça, je n'en sais pas plus, mais nous connaissons tout ce qui se passe au niveau de la Tunisie avec les expulsions des migrants et ainsi de suite. Et cela ne veut pas dire qu'au niveau du Maroc, la situation des migrants est rose. Donc il y a aussi des défis que les migrants rencontrent au niveau du Maroc. Et c'est pourquoi nous exhortons tout le temps les autorités administratives, les pouvoirs politiques, de pouvoir respecter ce que le Maroc a signé, étant donné que le Maroc est le premier pays à pouvoir signer plusieurs conventions internationales des droits de l'homme. Donc, le Maroc a l'obligation de respecter ses engagements pris vis-à-vis des engagements internationaux au progrès et au développement en tant qu'eux-mêmes, autant pour eux-mêmes que pour leur pays, soit d'origine, d'accueil et d'installation. Pour ce faire, les États ont l'obligation de mettre en pratique les textes fondamentaux en vigueur des droits de l'homme en les respectant et en les appliquant conformément aux engagements internationaux et la bonne gouvernance pour le bien-être et la dignité de l'homme qui est considéré comme contributeur au développement socio-économique de la société où il vit. Merci pour votre particulière attention et je vous remercie.